cette riche journée des axes de recherche. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Alexandre Popov, qui collabore, avec qui on collabore depuis pas mal d'années. Justement, la dernière collaboration, c'est les rythmes équilibrés. Mais Alexandre Popov est actuellement doctorant à l'Université de Strasbourg en VAE, valorisation des acquis d'expérience. Je dis ça pour ceux qui sont intéressés par ce dispositif qui est vraiment très belle. C'est la première fois où on a. Il est déjà par ailleurs docteur de son côté à l'SPCI, mais on peut valoriser aussi des acquis d'expérience en une discipline comme maths-musique, en faisant du coup un doctorat par VAE sous la théorie des catégories et la musique. Et donc ça, c'est l'une des spécialités d'Alexandre qui est arrivé dans notre communauté il y a pas mal d'années, il y a 2011, en apportant une nouvelle perspective sur le formalisme catégoriel au service de la musique. Donc Alexandre, c'est à toi. Voilà. Alors, tout le monde m'entend bien. Donc, je vais vous parler de théorie des catégories appliquées à la musique, et en particulier sur les réseaux transformationnels musicaux. Donc, on a vu beaucoup de géométrie jusque-là, et là, maintenant, on va faire de l'algèbre. Donc, qui dit réseau transformationnel, dit analyse transformationnelle, et ça, je vais leur rappeler un petit peu ce que c'est au départ. On va voir que ça mène tout de suite, très rapidement, à la notion de réseau transformationnel, et on va voir, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est pourquoi la théorie des catégories est particulièrement bien adaptée pour formaliser ces réseaux transformationnels. Mais avant que je fasse ça, je vais faire... Alors, c'est pas une sorte de quiz, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Je vais vous jouer 2 extraits musicaux, et puis vous allez me dire, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, vous allez juste me dire, vous levez la main si vous voulez, si ça vous semble similaire, ou alors si c'est 2 extraits qui sont complètement différents. Alors, c'est 2 extraits qui viennent d'un film de super-héros des années 90, je crois que le film est sorti en 94, il n'est pas très connu, il a fait un petit peu un flop. On en parlera après. Pour l'instant, je vous dis rien, je vous joue juste les extraits. J'espère que ça ne va pas exploser dans le micro. Simple progression, 3 accords. Ça revient au départ. Et maintenant, le deuxième. Alors, selon vous, similaire, pas similaire? Qui dit similaire? D'accord, c'est à peu près uniforme. Est-ce que c'est identique ou seulement similaire? Qui dit identique? Alors, identique à la transposition près. Je vois 1 main, 2 mains, 3, 5 mains. Ok. Gardez-le en mémoire, on va y revenir après. Donc, je vous ai dit, on va parler ici analyse transformationnelle. Donc, l'analyse transformationnelle, c'est principalement David Lewin, qui avait travaillé longtemps dessus dans les années 70 et qui, dans les années 80, publie son opus majeur, le livre qui s'appelle Generalized Musical Interval and Transformation. Son but, c'était de proposer une définition la plus générale possible d'un intervalle. Alors vous avez ici, je vous ai remis la définition telle qu'elle vient dans GMIT d'un Generalized Interval System. On ne va pas regarder ça en détail ici, mais le point important ici, c'est qu'il se donne un espace d'objets. Alors là, c'est pas seulement des notes, on ne parle pas juste de quinte, de tierces entre des notes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des accords, des timbres, des rythmes, etc. On se donne un ensemble d'objets. J'ai dit espace, c'est pas vrai, c'est un ensemble d'objets, il n'y a pas encore de géométrie là-dedans. Et on va se donner un groupe mathématique, et une fonction intervallique qui envoie 2 éléments vers un élément de ce groupe. Et ça doit être soumis à un certain nombre de conditions, c'est-à-dire que vous pouvez composer les intervalles, et puis vous avez une condition un peu particulière qui vous dit que si vous donnez un intervalle et un élément musical, il n'y a qu'un seul élément musical qui se trouve à cet intervalle-là. Bon. C'est un changement complet de paradigme, parce que si vous faites du chiffrage harmonique, par exemple, vous regardez les accords, vous dites premier degré, 5e degré, vous les regardez pour l'objet qu'ils sont, d'accord ?
Et là, on change complètement d'idée, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder les objets eux-mêmes, on regarde les transformations entre objets. C'est à ça qu'on s'intéresse. Donc c'est complètement différent. Et puis, déjà Lewin le remarque à l'époque, et ensuite Coleman, cette définition, qui est vraiment une définition, j'allais dire presque géométrique, même s'il n'y a pas de géométrie là-dedans, hein, c'est juste des ensembles, est équivalent en fait à une notion algébrique, puisque ce truc-là est équivalent à la donnée d'une action de groupe simplement transitive sur un ensemble. Ça se montre assez facilement. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'analyse transformationnelle. On a un groupe de transformations qui agit sur un ensemble d'éléments musicaux. Alors, ça c'est une action simplement transitive. Maintenant on connaît il y a plein de groupes qui agissent sur des éléments qu'on utilise quotidiennement en analyse transformationnelle, qui ne sont pas, dont l'action n'est pas simplement transitive. On peut relâcher les contraintes sur cette notion-là. L'idée principale, c'est on a un groupe, éventuellement un monoïde, un groupe qui agit sur un ensemble d'objets musicaux, et on va s'intéresser aux transformations entre elles. Alors, un des plus connus, puisque je vais le réutiliser souvent, c'est le groupe néo-riemanien. On prend l'ensemble des 24 accords majeurs et mineurs, et on regarde, alors vous voyez, je représente un accord mineur ici comme ça, Do, Mi bémol, Sol, un accord majeur, Do, Mi, Sol, et puis on va regarder les involutions qu'on appelle P, L et R, où on change une seule note à chaque fois, on en a parlé ce matin, et on va regarder le groupe qui est généré par ces trois opérations. Trois transformations. En fait, il est généré que par ces deux-là, celui-là peut s'exprimer en fonction de cela, mais on garde celle-là parce qu'elle est pratique. Et on obtient un groupe qu'on appelle le groupe PRL, qui est isomorphe à un groupe diédral à 24 éléments, et qui agit de façon simplement transitive sur les accords majeurs et mineurs. C'est un exemple parmi d'autres, on va le réutiliser. Alors, une fois que vous avez un groupe qui agit sur des éléments musicaux, très naturellement, la notion de réseau, elle apparaît. Si vous vous donnez une suite d'accords, ce que vous avez envie de faire, c'est de prendre les accords et de mettre entre les accords des flèches en mettant les transformations qui les transforment. Donc, par exemple, ma progression Fa mineur, Mi majeur, Si mineur, et on va mettre les éléments du groupe, par exemple PRL, il y en a d'autres, mais on va utiliser celui-là. Et donc on va mettre RPL, PRL, et puis de Fa mineur à Si mineur, un truc qui s'appelle RP carré, vous aurez remarqué que c'est la même chose qu'une transposition de triton, en fait. Mais dans mon groupe PRL, ça s'appelle RP carré. Alors, donc, vous voyez, on a assez naturellement un réseau qui apparaît, c'est une sorte de graphe étiqueté, hein, où on a mis des étiquettes sur les nœuds, on a mis des étiquettes sur les flèches. Mais c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a des contraintes. Hein. On a envie que si on met un élément ici et une transformation, on a envie que l'élément qui apparaisse là, ça soit le résultat par l'action de G sur X. Et ici c'est pareil. Et on a aussi envie que si on a une flèche là et une flèche là, la flèche entre les deux, ça soit le composé de ces deux transformations. J'ai pris mes G. Au passage, je fais toutes les actions à gauche, pas à droite. Hein. Je sais pas si ça gêne des gens, mais moi je suis plus à l'aise à gauche. Whoop. Ouais, mais en fait j'ai différents pointeurs, donc ça va être... voilà, hop, je vais écarter un petit peu. Donc en fait c'est un peu plus compliqué qu'un graphe étiqueté, c'est un graphe avec une double condition de cohérence dessus. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces réseaux transformationnels ? Alors, première chose, comme je l'ai mis sur ma progression d'accords, c'est je peux regarder la structure interne de quelque chose. De la même façon qu'on dit, on peut prendre un accord majeur et puis juste le considérer comme un élément atomique, puis vous pouvez l'ouvrir, regarder, et puis vous dites, tiens, j'ai une tierce majeure et une tierce mineure à l'intérieur. On a la structure interne de la chose. Et là, c'est pareil, mon réseau, je peux regarder dessus ce qu'une progression donne comme transformation à l'intérieur. Structure interne, et puis vous pouvez l'utiliser, on a vu quantité d'exemples ce matin, c'est un truc qui revient souvent, c'est de comparer des choses entre elles en musique. Et donc, vous mettez en place un premier réseau sur une progression d'accords, vous mettez en place un deuxième réseau sur une progression d'accords, et vous regardez si c'est similaire ou pas. Et là, je vais vous montrer un exemple tout de suite. Décidément, j'aime bien les films de super-héros.
on a le film, le premier, enfin peut-être pas le premier d'ailleurs, mais en tout cas le Batman de 1989, dont la musique a été faite par Danny Elfman, qui a un thème tout à fait... Oups. On va y revenir. Allez. Ah. Hop. Qui a un thème que vous connaissez tous, hein. Donc, on peut le représenter ici. On part de Ré mineur, Si bémol majeur. On revient très rapidement à Ré mineur et ensuite on va vers Mi majeur. L, et puis L, RP carré. D'accord ? Et donc, mon autre film, c'est The Shadow, qui est sorti 5 ans après, donc qui est un film de super-héros aussi. Qui a entendu parler de The Shadow ? Ok, il est vraiment pas connu comme super-héros. La musique a été faite par Jerry Goldsmith, très, très grand compositeur aussi, et je vous fais écouter le thème de The Shadow. Bon, vous avez déjà vu sur la slide qu'il y a des similarités. C'est similaire ou pas, Batman? Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu? Ok. Alors, effectivement, donc, quand on regarde les transformations, on a les mêmes au départ, hein. Après, sur The Shadow, ça revient à Do mineur par un passage un peu dérivé, mais on a les mêmes transformations. Alors, mon interprétation, première interprétation au niveau 0, c'est de dire, bon, ok, on a les mêmes transformations. Deuxième interprétation, très subjective, c'est de dire, Jerry Goldsmith, il s'est pas fait suer, il a repris le thème de départ, il a un peu plagié le truc. Mon avis purement personnel là-dessus, c'est que c'est pas un plagiat, c'est un hommage en fait, parce que si vous regardez dans l'histoire des super-héros, c'est The Shadow qui vient en premier, c'est un super-héros qui est créé en 1931, Batman apparaît en 1939, et Batman a été créé d'après The Shadow, en fait. C'est documenté, hein, The Shadow a été l'inspiration de Batman, il y a énormément de similarités dans les deux personnages, etc. Donc je pense que c'est pas par hasard qu'on retrouve ici les mêmes transformations. Bon. D'où l'utilité de l'analyse transformationnelle en musique. Alors, ça, les deux réseaux que je vous ai montrés, il y avait les mêmes transformations, mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? On peut aussi comparer des réseaux qui ont des transformations différentes. Alors voilà, j'ai un réseau ici avec une transformation G, G', le composé ici, et puis j'ai envie de transformer ce réseau avec une fonction, là, ici. Et vous voyez bien que si on veut respecter les conditions de cohérence qu'on a données, il faut que notre n ici, ça soit un isomorphisme. Sinon, on n'aura pas n de G', G est égal à n G' fois n de G. Ça apparaît déjà chez Lewin. Et il définit deux réseaux comme isographiques s'ils sont reliés justement au niveau des transformations sur les flèches par un isomorphisme. Par contre, en fait, Lewin, dans GMIT, ne définit pas de transformation des nœuds. Et l'isographie, selon Lewin, c'est une relation, c'est pas un morphisme de réseau. D'accord ? Il n'y a pas de transformation de réseau, il dit juste, voilà, ils sont en relation d'isographie. Bon. Alors maintenant, j'aborde un petit peu l'histoire de la formalisation des réseaux. Et je vous mets ici sur le côté, il ne faut vraiment pas le lire en détail, mais tout ce qui mène, il y a quand même 5 ou 6 pages dans GMIT, du style particulier de Lewin pour amener à la formalisation des réseaux. Vous voyez que c'est quand même assez lourd, parce que Lewin, en fait, prend une approche qui est basée dans la théorie des graphes. C'est-à-dire, il considère au départ, il met en place son réseau comme un graphe, puis après, il met des fonctions pour étiqueter les nœuds, des fonctions pour étiqueter les flèches, et puis il rajoute plein de conditions pour avoir cette double condition de cohérence dont on a parlé. Et sa définition des réseaux, en fait, autorise au plus une flèche entre chaque nœud. C'est-à-dire que, vous pouvez en avoir au plus une, mais des fois, vous pouvez ne pas en avoir non plus. C'est possible aussi. Why not? Quand le réseau utilise le groupe TI, on parle alors de réseau de Klumpenauer, qui était un élève de Lewin, où on dit un canet. Et puis en fait, par la suite, on a des définitions qui sont moins abstraites,
et puis des fois qui ne sont pas toutes compatibles. Certains imposent d'avoir et des inversions et des transformations et des transpositions, certains imposent d'avoir 4 nœuds, etc. C'est un petit peu un bazar. Au début des années 2000, on voit commencer à apparaître d'autres formalisations, et en particulier avec la théorie des catégories. Donc le premier article, c'était Guerino Mazzola et Moreno Andreatta, qui font une première formalisation catégorielle des réseaux de Klumpenauer comme élément de la limite d'un diagramme dans les ensembles. Comment on fait? Donc on prend une catégorie, ici, delta, on l'envoie, on prend un foncteur dans la catégorie des ensembles, tel que, en fait, pour chaque objet, on l'envoie sur Z12, l'ensemble des classes de hauteur. Et donc les transformations ici, ça va être, par exemple, une transposition, une inversion, etc. Donc on a ce diagramme-là, et on va prendre la limite de ce diagramme-là, on va obtenir un ensemble avec des points. Chaque point, en fait, représente ce réseau-là. On peut retomber sur les composantes de ça. Alors, là, je vous présente qu'une partie de cet article, parce que l'article, ensuite, développe un formalisme qui est beaucoup plus catégoriel sur les idées de Mazzola, etc., qui nous emmène sur des objets un peu compliqués. Donc, je ne vais pas détailler ici. Et puis, un an plus tard, dans le tout premier dans la toute première numéro de Journal of Mathematics and Music, on a John Rahn, avec son papier appelé Cool Tools, puisqu'il parle de beaucoup de choses sur les réseaux, et qui, alors, le papier va pas très loin dans le développement, enfin, introduit pas mal de notions mathématiques, mais ne les développe pas complètement, mais déjà donne des idées sacrément intéressantes, et en particulier, il remarque que la théorie des catégories pourrait être sacrément efficace pour modéliser ces chaînes, et en particulier ces chaînes de transformation qui se composent. Bref. Alors j'en arrive à nos recherches. En 2015, avec Moreno et André Ressman, on a proposé une formalisation diagrammatique des canettes, qu'on appelle les P-canettes, et qui en fait est résumée par ce diagramme-là. Alors nous, ce qu'on se donne, c'est une catégorie delta qui représente l'architecture du réseau. On va se donner une catégorie, on ne se limite pas seulement à un groupe ou un monoïde, on va se donner une catégorie de transformation. Il peut y avoir plusieurs objets dedans, c'est pas grave. Et on va se donner un foncteur de delta versé qui, essentiellement, va servir à labelliser les flèches de notre réseau par des transformations de la catégorie. Et puis, il faut faire quelque chose sur les objets musicaux. Donc, on a 2 foncteurs dans la catégorie des ensembles, ici. Un foncteur R qui va nous dire qu'est-ce qu'on va mettre sur les nœuds. Le foncteur S qui est en fait le groupe ou le monoïde ou la catégorie qui agit sur les objets musicaux, et une transformation naturelle pour faire la glue entre tout ça. Et là, je vous représente un réseau, ici. Alors un réseau dans sa version simplifiée, parce que si on veut mettre en évidence tous les éléments de ce réseau suivant ce diagramme-là, voilà ce qu'il faut faire. Donc on a un réseau on a une catégorie à 3 objets ici. Les transformations ici, elles sont données par ce foncteur-là, d'accord? Donc là, on les envoie ici. Et puis, on va envoyer ce réseau-là dans les ensembles, un ensemble à 2 points. Ça, c'est du bonus de notre formalisme, c'est qu'on n'est pas limité à avoir un seul élément par nœud. On a des ensembles d'éléments. Et la transformation naturelle va étiqueter ces éléments dans Z12, ici. Et le foncteur et la transformation naturelle donnent automatiquement la double condition de cohérence, par construction mathématique. Et donc ça, c'est vraiment avantageux, en fait. Vous n'avez pas besoin de dérouler en fait des tonnes de conditions pour l'avoir automatiquement. Donc le bonus, c'est qu'ici, vous pouvez avoir des réseaux avec un nombre d'éléments variables. Vous pouvez étudier des choses un peu plus compliquées. Et l'autre bonus, alors, aussi, un bonus par rapport à l'approche de Mazzola, c'est qu'ici, on sépare la catégorie et son action sur les objets musicaux. Donc, dans Mazzola, on passait directement en 2 delta dans 7. Ici, on sépare la catégorie. Ce qui veut dire que vous pouvez changer de contexte d'analyse. Vous avez un groupe qui agit sur des accords et vous pouvez aller dans un groupe qui agit sur les durées, etc. Vous pouvez changer. Et quand je dis changer, ça, on commence à penser à une notion de morphisme entre les réseaux. Et
encore une fois, grâce à la définition diagrammatique, elle vient très naturellement. Alors je l'ai mis ici, on ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, ce que vous voulez, si vous avez deux réseaux, c'est vous voulez que le f' ici, ça soit égal à un nf avec un homomorphisme, pas forcément un isomorphisme, et puis quelque chose aussi qui assure la cohérence au niveau des transformations naturelles. Peu importe les détails de la définition, ce que je veux dire par là, c'est que là où chez Lewin c'était une relation, l'isographie de réseau, ici ça devient une transformation de réseau. On a un morphisme de réseau et donc on a des catégories de réseau, en fait, dont les objets sont ces diagrammes-là, les morphismes, etc. Dans ces histoires-là, vous avez des cas particuliers. Alors là, j'ai mis ce qu'on appelle les homographies complètes. Et en fait, une homographie complète, c'est juste un homomorphisme de l'action de groupes, de monoïdes, etc. Là, par exemple, je suis désolé, là aussi il y a des conjectures là-dessus. Si votre action est simplement transitive, ces homographies complètes, elles se déterminent complètement, c'est très facile, c'est Yoneda. Si l'action est libre, il y a des choses très intéressantes qui arrivent, et dans le cas général, c'est un peu compliqué de savoir quelles sont toutes les homographies complètes. Et puis, alors on dit complète parce qu'en fait, elles ne dépendent pas du réseau, c'est juste l'action de groupe qui se transforme. Et les homographies locales, en fait, qui vont permettre de mettre des transformations spécifiques sur chaque nœud. Vous voyez, on a ici une transformation naturelle qui fait intervenir delta, c'est-à-dire que sur chaque nœud du réseau, on va mettre une transformation spécifique à ce nœud-là, ce qui permet de faire le lien entre conduite des voies et transformation de réseau. Alors, je reviens sur mes deux exemples que je vous ai joués au tout début. D'accord ? La première occurrence de... Alors, je vous remets le contexte. The Shadow, c'est un super-héros. Il y a forcément un antagoniste dans ce film. Il s'appelle Shi-Wan Khan. Il est réveillé au bout de 800 ans d'un sarcophage. Et la première fois où vous l'entendez, premier extrait que j'ai joué, c'était cette séquence d'accords. Donc mi bémol, mi majeur, sol mineur, mi bémol, mi mineur. Donc il fait des tas de choses vilaines. Et toutes les fois où il apparaît ensuite dans le film, c'est la deuxième séquence que je vous ai jouée qui se trouve ici. Donc, c'est pas les mêmes... Déjà, c'est pas les mêmes accords, c'est pas non plus les mêmes transformations. Mais dans le groupe PRL, on peut trouver en fait un morphisme de réseau par un automorphisme du groupe diédral qui envoie L sur R et R sur RLR, et puisqu'il faut aussi transformer les accords, vous avez une fonction qui envoie les accords majeurs sur l'accord majeur plus une carte, et les accords mineurs sur l'accord mineur moins un ton, et en fait, ces deux réseaux-là sont liés par ce morphisme de réseau. Donc en fait, c'est similaire, pas identique, mais lié par ce morphisme de réseau. Évidemment, le truc là-dessus, c'est que j'aimerais bien vous expliquer à quoi ça correspond dans le film. J'ai pas trouvé d'explication. Je sais pas pourquoi il y a cette première occurrence qui est complètement différente des autres. Et là, on est un petit peu au pied du mur musicologique, parce qu'on aimerait bien expliquer ça, mais je peux pas, ça arrête un peu, c'est un petit peu court. Mais mathématiquement, en fait, c'est là. D'accord ? Alors, jusque-là, je vous ai montré des actions de groupe, des actions de groupe ou de monoïdes, etc., sur des ensembles, ce qui veut dire des fonctions entre ensembles. Mais en musique, on l'a vu dans des présentations ce matin, on a parfois des relations parcimonieuses entre ensembles. Par exemple, vous prenez un accord augmenté, il est parfaitement symétrique. Si vous bougez une note, alors vous avez 2 fois 3 choix possibles, vous obtenez 3 accords majeurs, 3 accords mineurs. Ça, c'est plus une fonction, c'est une relation, parce qu'elle n'est pas 1 sur 1, d'accord ? On a une représentation qui est bien connue, qu'on appelle le cube dance, où vous mettez comme ça tous les accords majeurs, mineurs et augmentés, et puis vous les reliez à chaque fois que vous avez ce déplacement d'un demi-ton dans l'accord, et vous obtenez ce graphe. Vous voyez bien que ça, c'est une relation, mais pas une fonction. Alors comment on va faire dans ces cas-là ? C'est embêtant, parce que la relation peut donner plein de choix possibles à partir d'un accord, et il vous faut en sélectionner un. Vous ne pouvez plus appliquer des fonctions, etc. En fait, il se trouve qu'avec le formalisme diagrammatique qu'on a développé, c'est assez simple. On travaille dans les ensembles. On change la catégorie qui est là, on se met dans la catégorie des ensembles et des relations binaires. OK ? Alors, sauf que c'est un peu compliqué. Parce que la catégorie des ensembles et des relations binaires, c'est en fait deux catégories. Vous avez les ensembles, les relations binaires qui sont un morphisme, et les deux morphismes, en fait, c'est les relations d'inclusion. Et il faut les prendre en compte parce que vous allez avoir des tas de choses compliquées. Donc, par exemple, vous pouvez avoir
ce genre de choses. Puis après, c'est en relation avec 3 éléments. Ici, relation avec 2 éléments, et vous voulez qu'en fait ce composé-là soit inclus dans celui-là. Donc il faut rajouter des tas de choses, des l'axe foncteurs, des l'axe transformation naturelle. Bon, ça devient un peu compliqué, mais c'est faisable, et ça veut dire que vous pouvez utiliser maintenant les relations binaires comme si vous faisiez de l'analyse transformationnelle, ce qui n'était pas évident jusque-là. Et puis vous pouvez aller plus loin. Alors ce matin, on a vu, grâce à Isabelle, les treillis complets. Moi, je vais parler des quantales. Un quantal, c'est un... Je vais faire fuir tout le monde. C'est un objet monoïdal dans la catégorie des treillis complets. En gros, c'est un treillis complet sur lequel vous avez en plus une opération binaire qui est compatible en fait avec l'inf du treillis. Et ce que ça vous permet de faire, en fait, c'est de modéliser des relations alors pas binaires, des relations où vous pouvez mettre un coût entre 2 objets. Et donc après, quand vous composez les chemins sur ce truc-là, alors vous les composez avec l'opération de monoïde, et puis après vous prenez le sup ou l'inf, etc., et vous réduisez tout ça sur un seul chemin. Et donc vous avez, si vous avez Q, vous avez une quantale Q, vous avez RelQ, la catégorie des ensembles et des relations entre ensemble la valeur dans Q. Alors là, j'ai donné un exemple. Par exemple, on peut dire deux accords sont soit pas connectés, soit un peu connectés s'il y a un ton qui change entre eux, soit complètement connectés s'il y a un demi-ton entre eux. Là, c'est le plus parcimonieux possible. Et donc, vous voyez, mon cube dense, maintenant, je le colore avec un coût qui peut varier. Et puis, je peux regarder le monoïde généré par cette relation-là, et avoir des informations en plus sur non seulement le parcours qu'on peut avoir entre 2 accords, mais aussi le coût qui est associé à ce truc-là. Et puis, je pense que Emmanuel ne l'avait pas vu venir celle-là, mais on va pouvoir faire un lien avec la DFT aussi. Si on travaille dans les ensembles, vous n'avez pas grand-chose dans les ensembles. Vous avez des ensembles, des points, des éléments dans un ensemble. Bon. Il n'y a pas beaucoup plus de structure que ça. Si on a des vecteurs, vous pouvez additionner des vecteurs, vous pouvez les multiplier. Donc ça peut être sympa d'aller voir ce qui se passe dans des choses où on a plus de structure algébrique. Donc, au lieu d'aller directement dans les ensembles, là, dans mon diagramme, je peux passer d'abord par la catégorie des espaces vectoriels, et après prendre le foncteur d'oubli vers les ensembles pour sélectionner juste des vecteurs là où il faut. Et donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je prends une représentation du groupe dans un espace vectoriel, et ensuite, je viens sélectionner des vecteurs. Et vous voyez ici, là, j'ai démarré avec un vecteur comme ça, je lui fais faire une petite transposition de carte, ici. Ça, c'est un réseau. Ce que je vais pouvoir faire avec ce réseau, que je ne peux pas faire dans les ensembles, c'est ensuite prendre une sommation de tout ça, une limite. En fait, je peux prendre la limite de ce truc-là, et comme j'ai une opération d'addition dans les espaces vectoriels que je n'ai pas dans les ensembles, je vais me retrouver avec, en fait, presque une DFT, en fait, de ce truc-là. Le premier coefficient. Alors, le premier coefficient, ou tous les coefficients, puisque je peux prendre une représentation qui n'est pas irréductible. Je peux prendre toutes les représentations irréductibles, les mettre dans une matrice et prendre tous les trucs. Et ça marche aussi avec les cas non abéliens. Alors, sur l'aspect computationnel, parce que là, c'est théorique, manipuler des catégories et tout ça, c'est bien, mais on a envie d'appliquer tout ça et, par exemple, de pouvoir analyser des corpus. Vous avez plein de logiciels d'algèbre qui vous permettent de calculer des actions de groupe, de monoïdes, voire de catégories. Moi, je suis data scientist, j'aime bien Python, c'est très pratique. En plus, dans Python, vous avez tout un écosystème de librairies qui peuvent se brancher sur traitement de la musique symbolique, traitement audio. Donc, j'ai développé ma propre librairie Python pour faire l'analyse transformationnelle. Vous pouvez la récupérer gratos, un pip install au piclead. Et vous pouvez faire toutes ces choses-là. Vous pouvez définir vous-même vos catégories, vos actions de groupe, n'importe quelle chose là-dessus. Et j'ai montré ici, par exemple, alors c'est une pièce que j'aime beaucoup, qui est les 3 petites pièces pour violoncelle et piano de Webern. Ça, c'est le deuxième mouvement qui dure 40 secondes. Il y a 46 notes, je crois. Et vous voyez déjà que si on veut énumérer certains réseaux,
on a déjà une explosion combinatoire. Donc vous ne pouvez pas le faire à la main. Vous avez besoin d'un ordinateur là-dessus et vous pouvez énumérer tous les réseaux comme ça. Je conclue là-dessus, je suis un petit peu en retard. Hop. Ce que je vous montre, ce que je vous ai montré jusque-là, c'est une définition diagrammatique, mais ce n'est pas la seule. On a continué le travail et en fait, il y en a beaucoup. Il y a plein de manières différentes. Très récemment, on a développé ce genre de réseau parce qu'on s'est aperçu que notre définition diagrammatique qui était ici, en fait, elle induisait, quand on a toutes les conditions ici, elle induisait en fait un foncteur entre les catégories des éléments qui correspondent. Ça marche que quand on est dans les ensembles. Et donc, à ce moment-là, on peut utiliser juste cette partie-là du diagramme pour définir un réseau. Et en fait, ça nous évite de passer par les ensembles, d'avoir cette transformation naturelle, de gérer à la fois le foncteur, la transformation naturelle. Si on n'a que des foncteurs, ça nous simplifie un petit peu la vie. Par contre, ça ne marche pas quand on est dans les relations binaires, mais quand on est dans les relations binaires, on peut montrer que dans ce cas-là, ce qu'on a ici, c'est un profoncteur. Alors, par contre, là, les choses deviennent assez compliquées, en fait. La manipulation des profoncteurs, un petit peu difficile. Et c'est pour ça qu'on a aussi découvert récemment que sous certaines conditions, c'est pas complètement équivalent, certaines matrices et certains vecteurs qui ont les bonnes propriétés, qui ont des valeurs dans l'algèbre d'un monoïde sur le demi-anneau booléen, en fait, sont équivalents à ce genre de diagramme. Et donc, on a, au final, et je vais conclure là-dessus, on a une galaxie en fait, de différentes définitions de réseaux, alors, que je représente de manière pas complètement formelle ici. Il y a des recouvrements pour indiquer quand est-ce que les réseaux sont un peu inclus, mais c'est probablement pas tout à fait exact. Mais vous avez au départ les définitions de Lewin. Nous, on a étendu ça avec nos p-canettes à relation binaire avec un coup. Vous avez l'approche de Mazzola, avec des choses très très bizarres qui peuvent se passer ici, les réseaux auto-adressés, etc. Et puis vous avez les profoncteurs là-haut, les CTNet, les matrices, etc. Donc on a tout un environnement de différentes définitions de réseaux qu'on peut utiliser pour l'analyse transformationnelle. Voilà. Super. Voilà, il ne nous reste qu'à étudier la catégorie de tous ces réseaux. Et après, on est bien. Des questions, des remarques? Oui. C'était intéressant d'avoir les exemples audio, j'ai trouvé. Notamment pour voir que quand c'est similaire mais pas semblable vraiment. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous avez des exemples éventuellement que vous pourriez nous passer où c'est pas similaire du tout et où effectivement ça se retrouve dans les mathématiques en question, où on ne peut pas faire une transformation en posant un morphisme là, comme il y avait dans le dernier exemple. En fait, j'en ai pas qui me vient à l'esprit comme ça. En fait, j'ai... Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment une question d'empiriste de ma part. C'est très bien, il y a une théorie qui permet de dire que ça et ça vont être reliés et ok, quand c'est similaire à l'oreille, et bah, effectivement, on arrive à les relier mathématiquement. Mais du coup, est-ce que ça marche aussi dans le cas contraire? Genre, si c'est pas similaire à l'oreille, et bah, ils ne sont pas reliables mathématiquement. Alors, je fais la réponse en deux parties. J'ai pas d'exemple parce que c'est vrai que. Alors j'ai aussi une chaîne YouTube, je ne suis pas aussi populaire que Paul, mais j'ai une petite chaîne YouTube où je compile beaucoup d'exemples de choses similaires, où il y a soit les mêmes transformations, soit les choses comme ça. Je pourrais la donner après. Et c'est vrai que du coup, je n'ai pas réfléchi à la question inverse. Donc je suis désolé, je n'ai pas d'exemple là-dessus. Ça soulève une autre question que je vais aborder très très rapidement. Ces questions d'isographie entre réseaux. Très rapidement, et il y a eu un numéro assez controversé, enfin pas le numéro, mais les articles à l'intérieur de Music Theory Online en 2007, où beaucoup de musicologues se sont posés, mais en fait, est-ce que ces isographies, on les perçoit perceptuellement? Enfin oui, perçoit perceptuellement. Est-ce qu'on les perçoit? Est-ce qu'une isographie, alors j'en ai pas parlé ici, mais une isographie T3, là, comme Lewin, ou une isographie I9, est-ce que ça a un sens perceptuel? C'est pas très clair. Alors évidemment, l'isographie, qui est en fait l'identité, vous avez les mêmes transformations, ça, il n'y a aucun doute. On perçoit assez bien que c'est la même chose.
je ne suis pas sûr que ça soit le cas de toutes les isographies ou même les homographies entre choses. Mais c'est une discussion qui est encore débattue, oui. Ça demanderait la mise en place des tests perceptifs et travailler avec des psychologues expérimentaux, hein, peut-être un pas à faire dans le futur. D'autres remarques ou questions pour Alexandre? Ah, c'est quoi la chaîne YouTube? Ta chaîne YouTube Est-ce qu'on peut la trouver ici? C'est un blog, hein, tu peux... Ah oui, aussi, oui. Alors oui, même plus simple, effectivement. Je vous donne le blog, parce que de toute façon, il renvoie sur... voilà, il renvoie sur... Voilà, ici, j'avais parlé de... J'avais parlé ici, j'avais fait des vidéos de comparaison entre divers films, etc. Ça marche particulièrement bien pour la musique de films d'Hollywood à partir des années 80. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la musique de film, mais c'est un moment où on recommence à faire de la musique orchestrale, et en particulier de la musique orchestrale qui est pas tonale, mais pas atonale non plus. C'est ce que Frank Lehman appelait du chromatisme pantriadique, c'est-à-dire on a le droit d'utiliser un petit peu tous les accords majeurs, mineurs, et donc c'est pour ça que le groupe néo-riemanien est particulièrement adapté là-dessus. Voilà. Une petite question, tu nous as montré rapidement un graphe tiré de Webern. Est-ce que tu aurais quelques détails, quelques résultats issus de ce graphe à nous donner? Parce que j'aime beaucoup aussi. Alors, oui, j'ai un résultat, mais qui est pas très surprenant. Il y a beaucoup de demi-tons. Non, en fait, c'est bon. C'est une musique, c'est une pièce qui n'est pas encore sérielle, je pense. Je ne crois pas me tromper en disant ça, mais où on voit déjà apparaître. Si on prend ce truc-là et qu'on essaye de chercher tous les réseaux, on s'aperçoit que les réseaux T1, T4, T1, T4 ou T1, T5 apparaissent quand même beaucoup dans cette pièce. Pardon ? T5 aussi, ouais. Et parce que donc, et là, il y a une référence que je n'ai plus en tête, mais quelqu'un a étudié justement la prévalence du demi-ton chez Webern, et en particulier aussi la construction, alors pas de série, on pourrait parler de proto-série, mais basée sur les 7 classes 014, 015. Et donc on les voit apparaître assez souvent, alors qu'il y en a d'autres qu'on voit moins bien. Il faudrait qu'on puisse étudier ça de façon interactive en faisant bouger les choses, mais oui. Alors après, c'est un résultat. C'est un résultat, bon. Il y a du chromatisme chez Weber. Ça alors. Oui, alors, les micros pour l'enregistrement. Bonjour. Est-ce que ces outils pourraient détecter la musique générée par intelligence artificielle? Vaste sujet. Je vois... Tu peux dire non. En fait, je sais pas. J'imagine. En fait, peut-être que oui. C'est-à-dire que si on a un corpus de musique de Hollywood, ça dépend évidemment sur quoi le modèle génératif est entraîné. S'il a pris toutes les musiques de Hollywood, on va voir réapparaître un certain nombre de choses. J'ai oublié de vous jouer ça, mais alors, moi, je suis pas pianiste, hein, donc j'espère que c'est la bonne progression d'accords. Ça vous dit quelque chose, cette progression d'accords, hein? Pardon. C'est la transformation PL, ou LP, je sais plus, PL, je crois, dans le truc néo-riemanien. C'est un cliché dans la musique d'Hollywood. C'est un cliché. Vous voulez faire peur, vous mettez ça à l'orgue, vous l'en trouvez pas dans toutes les séries, dans tous les trucs. Donc, si votre corpus en fait regorge de ces transformations-là, peut-être que vous le détecterez. En fait, vous verrez les similarités avec certaines progressions, etc.
C'est une demi-réponse. Ça, l'intelligence artificielle va les trouver dans les corpus, donc il va engendrer des choses similaires, non? Ça va engendrer des choses similaires. Après, bon, là, c'est ce qu'on appelle les oscillations harmoniques. Il faudrait regarder sur des progressions plus longues et voir si on a des similarités sur des progressions plus longues. Mais, ouais. Bien, je vous propose de passer à côté pour le café. Merci encore, Alexandre.